Bonjour chers étudiants, je suis votre professeur Madame Berada Amal et on va entamer ensemble l'étude du module UCA2 qui à l'examen se présente sous forme de QCM, en l'examen final bien sûr. L'intitulé de ce module est le projet européen Culture et démocratie pour une citoyenneté en action. L'objectif opérationnel de ce module est évidemment de vous permettre, après l'enseignement, de dater et d'expliquer les grandes étapes de la construction européenne. Deuxièmement, connaître l'histoire de l'Europe et sa géographie, comprendre le contexte géopolitique européen en général. Connaître aussi les différents aspects, aussi bien géographiques, démographiques, économiques et politiques, des différents membres de l'Union européenne qui sont à 27 États aujourd'hui, et bien sûr des États aussi associés à l'Union européenne. Et en dernier lieu, pouvoir appréhender la place de l'Europe dans le monde. Les thèmes que nous aurons à traiter seront, en premier lieu, la géopolitique de l'Europe, à savoir ses frontières, les États formant l'Union européenne qui sont au nombre de 27 aujourd'hui, les critères aussi bien politiques que géographiques. Après, on verra la construction de l'Europe. Quand est-ce que cette Europe a été reconstruite après la Deuxième Guerre mondiale? Sa création, ses élargissements, et par élargissement on entend, c'est-à-dire quand un nouvel État adhère à l'Union européenne après avoir rempli les critères d'adhésion et devient membre de l'Union, on appelle ça un élargissement. Les traités européens, les institutions européennes et les organes de l'Europe actuelle. Ensuite, nous verrons les politiques de compétence de l'Union européenne, c'est-à-dire les actions par lesquelles elle agit au sein de cette Union. Alors, il y a des compétences qui sont exclusives, c'est-à-dire uniquement propres à l'Union européenne et ses institutions. Il y a des compétences qui sont partagées avec les États membres. Il y a des compétences d'appui aux États membres. Il y a aussi les moyens de protection des droits de l'homme, les moyens de droits liés aussi bien à la citoyenneté, les droits politiques et spécifiques, et enfin les droits généraux. Après, nous verrons les organisations internationales, le concept d'organisation internationale, sa définition, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, son fonctionnement, sa création, etc. Le Fonds monétaire international, la Board internationale de développement, l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OCDE, l'Organisation du commerce et du développement économique, et les organisations non gouvernementales. Et enfin, nous verrons les courants religieux, spécifiquement la laïcité et un focus sur la corruption. Pour entamer la géopolitique de l'Europe, nous allons d'abord présenter sa situation géographique. L'Europe se présente comme une aire culturelle qui est délimitée au nord par l'Arctique, délimitée à l'est par la ligne Oural-Caspienne-Zagros et délimitée au sud par le détroit de Gibraltar, la mer Méditerranée, la mer Égée et le détroit du Bosphore, et délimitée à l'ouest par l'Atlantique. Une carte géographique viendra par la suite pour clarifier la situation géographique de l'Europe. Passons maintenant à la superficie de l'Europe. L'Europe a une superficie d'un peu plus de 10 millions de kilomètres carrés et précisément 10 392 855 kilomètres carrés. Cela représente un tiers de l'Afrique ou un quart de l'Asie ou de l'Amérique. Cela nous conduit à distinguer 5 grandes régions géographiques en Europe. Alors, nous avons l'Europe de l'Ouest, l'Europe centrale, l'Europe du Sud, bien sûr l'Europe de l'Est et l'Europe du Nord. Nous allons bien sûr voir ça sur la carte géographique
pour bien localiser chaque région séparément. Passons maintenant à la lecture de cette carte géographique de l'Europe. Comme il a été dit, vous voyez bien que l'Europe est délimitée à l'ouest par l'océan Atlantique et au nord par l'Arctique, bien sûr à l'est par la ligne orale, et vous voyez bien qu'au sud, elle est délimitée par la mer Méditerranée et la mer Égée. Donc ça, la délimitation est bien claire sur la carte géographique. Donc vous voyez que l'Europe, ou ce qu'on appelle le vieux continent, toutes les villes de l'Europe, tous les États de l'Europe, tous les pays de l'Europe apparaissent sur cette carte géographique. Nous voyons bien. Par la suite, on va bien sûr voir plus précisément par des couleurs, on va clarifier par des couleurs précises pour délimiter les pays formant, les 27 États formant l'Union européenne. Cette carte est une carte complète du continent européen tout entier. Après avoir vu la situation géographique de l'Europe, nous allons, toujours dans le cadre de l'étude de la géopolitique de l'Europe, entamer l'Europe d'avant 1945, c'est-à-dire l'Europe avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, l'Europe est une région terrestre qui est considérée par les géographes soit comme un continent à part entière, soit comme l'extrémité occidentale du continent eurasiatique, voire comme une des sous-parties du supercontinent de l'Afro-Eurasie. Pourquoi? Parce que le territoire de la République de Turquie se répartit entre l'Asie occidentale et l'Europe du Sud-Est. Alors, la capitale Istanbul, qui correspond à 3% de la superficie totale de la Turquie et regroupe 17% de sa population, se trouve dans la partie européenne Donc, ce qui rend la délimitation frontale un peu de l'Europe compliquée. L'Europe est aussi qualifiée de vieux continent par opposition au Nouveau Monde, qui est le continent américain. Plus de précision, nous allons dire que dans la vision purement géographique, l'Europe est usuellement séparée de l'Asie par, à l'est, le massif de l'Oural et le fleuve Oural. Au sud-est, la mer Caspienne, le massif du Caucase, la mer Noire, le détroit du Phosphore la séparent du Proche-Orient. Au sud et au sud-ouest, la Méditerranée et le détroit de Gibraltar séparent l'Europe de l'Afrique. Et le continent est bordé à l'ouest par l'océan Atlantique et au nord par l'Arctique. Ceci est une récapitulation de tout ce qui a été vu sur la situation du continent européen géographiquement. À ce propos, rappelons la fameuse citation du célèbre de Paul Valéry qui résume bien l'ambiguïté de la délimitation stricte des frontières est et sud-ouest de l'Europe, puisqu'il décrit l'Europe comme le petit cap du continent asiatique. Alors Paul Valéry, c'est un écrivain, poète et philosophe français qui est né en 1871 et décédé en 1945 à Paris, et qui a bien sûr été président aussi de l'Union française pour le sauvetage de l'enfance de 1941 à 1945. Par ailleurs, Paul Valéry avait proposé sa propre définition de l'Europe. Ce serait d'après lui l'ensemble des régions qui ont subi la triple influence, d'abord de l'hellénisme, c'est-à-dire l'ensemble de la culture grecque, deuxièmement de la romanité, c'est-à-dire l'époque de la culture romaine, et en troisième lieu le christianisme, qui est un groupe religieux monothéiste fondé sur l'enseignement, la personne
et la vue de Jésus-Christ. Le tout formant depuis la Renaissance ce qu'on appelle le fond culturel commun de la philosophie humaniste européenne. Nous allons voir ça plus clair plus tard dans un autre cours. Ce qui revient à dire, bien sûr, que sur le plan culturel, l'Europe a reçu une multiplicité d'influences au cours des âges et englobe de nombreux pays qui possèdent à la fois un héritage commun, mais aussi des différences linguistiques, aussi bien religieuses qu'historiques, et des apports récents venus de l'influence de la mondialisation. Et c'est pour cela que l'Europe a choisi comme devise « unie dans la diversité ». C'est-à-dire que malgré les différences, aussi bien linguistiques, religieuses qu'historiques des différents pays de l'Europe, ils sont réunis dans ce continent avec leurs différences. Et la devise de l'Europe, comme j'ai dit, aussi bien de l'Union européenne, c'est « unie dans la diversité ». En effet, l'Europe est un espace de civilisation forgé par une histoire millénaire et une communauté de peuples différents, aussi bien sur le plan religieux, linguistique, l'héritage culturel, les coutumes, les traditions. Et pourtant, cette communauté s'est formée et en ce moment bien sûr de l'Europe avant 1945, et qui a tendu à se constituer après la Deuxième Guerre mondiale, politiquement, économiquement, socialement, dans le cadre d'une union qui s'appelle l'Union européenne. Ajoutons à cela que l'Europe, et plus particulièrement la Grèce et la Rome antique, est le berceau de la civilisation occidentale. Personne ne peut nier cette vérité. Et ceci, bien sûr, apparaît clairement quand on lit l'histoire entre le XVIe siècle et le XXe siècle. Les nations européennes ont contrôlé à plusieurs reprises l'ensemble du continent américain, la quasi-totalité de l'Afrique, l'Océanie et de grandes parties de l'Asie. Et même l'Europe a été la première puissance mondiale jusqu'au XXe siècle, ou jusqu'au début du XXe siècle. Il a été dit que l'Europe était le berceau de la civilisation occidentale. Elle a été également le berceau de plusieurs bouleversements historiques majeurs. Et l'histoire le reconnaît. Bon, nous avons les 4 grandes époques où l'Europe avait été à l'origine de grands bouleversements majeurs. Nous avons l'ère de la Renaissance, l'ère des grandes découvertes, le siècle des Lumières et bien sûr l'époque de la Révolution industrielle. Et nous allons voir ça en détail, chaque ère en particulier. En effet, les principales étapes de ces 4 grands majeurs bouleversements de l'histoire que l'Europe a vécu et qu'on a vu, qui sont la Renaissance, l'époque de les grandes découvertes, le siècle des Lumières et la Révolution industrielle, leurs principales étapes sont d'abord l'Empire romain, la Renaissance carolingienne, ensuite la Renaissance ottonienne, après la Renaissance du XIIe siècle, enfin l'époque de la Renaissance tout court, après vient le siècle des Lumières et le XIXe siècle, et enfin, de compte, le XXe siècle. Nous allons alors commencer par l'Empire romain. Alors, l'Empire romain englobe le bassin méditerranéen à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et après le partage de l'année 395, l'Empire romain, bien sûr, fut séparé
entre l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. L'Empire d'Occident ne survécut pas à la période des grandes invasions, qui a longuement duré, tandis que l'Empire d'Orient va survivre et sera appelé l'Empire byzantin. On vient à la deuxième étape qui est la Renaissance carolingienne. Comme j'ai déjà dit, après la période des grandes invasions qui a duré, et après 2 siècles de décadence en Occident, on chercha à restaurer les bases de la civilisation. Le modèle, bien sûr, en fut celui de l'Empire d'Occident. Après l'arrêt des invasions arabes en 732, Pépin le Bref restaura un pouvoir stable en accord avec l'Église de Rome. Son fils Charlemagne va établir un pouvoir politique par des conquêtes territoriales. L'Empire carolingien préfigura l'unité de l'Europe actuelle par la suite. Vient la troisième étape qui est la Renaissance ottonienne. L'Empire d'Occident survécut dans l'ancienne Germanie sous la forme du Saint-Empire romain germanique, avec les empereurs ottoniens. Cette période est aussi quelquefois appelée la Renaissance ottonienne, en référence aux empereurs ottoniens et à l'ordre de Cluny. L'ordre de Cluny, c'est un ordre monastique de l'Église catholique qui a été créé au Xe siècle et supprimé à la fin du XVIIIe siècle, suivant les règles de saint Benoît. Au début du Xe siècle, naît au sein de l'Église catholique la volonté de réformer le monarchisme vient la période de la Renaissance du XIIe siècle. En pleine période de l'essor urbain, le renouveau du savoir va se traduire par l'ouverture de nouvelles universités dans quelques grandes villes européennes, comme l'université de Modène en 1175 et l'université de Paris créée en l'an 1200. L'unité de l'Europe était donc surtout religieuse et culturelle. Le pouvoir politique se démarqua de l'Église à partir de Philippe le Bel, donc au début du XIVe siècle. Et quand le pouvoir politique se démarque de l'Église, on parle à ce moment-là de laïcité. La peste noire et la guerre de 100 ans vont interrompre, hélas, cet élan. Vient alors la période de la Renaissance, ou ce qu'on appelle la grande période. Alors Erasme, ou ce qu'on appelé aussi Erasme de Rotterdam, qui est un grand philosophe humaniste et théologien natif des Pays-Bas, avait écrit dans Plaidoyeur, son livre qui s'intitulait Plaidoyeur pour la paix universelle, ou pour l'union de l'ensemble européen. Erasme, qui est considéré aussi comme l'une des figures majeures de la culture européenne, voulait que les États chrétiens se rassemblent dans un ensemble européen qui repose sur les valeurs de tolérance et de paix. Ce qui va se manifester par la suite au traité de Westphalie en 1648, pour la première fois, vont se retrouver autour d'une table de négociation les grands États d'Europe. Et c'est la première fois également que sont définies les relations entre les États dans le respect de la souveraineté de chacun. Ensuite vient le siècle des Lumières ou le XIXe siècle. Alors, le siècle des Lumières vit des révolutions culturelles et des créations culturelles qui vont aller au-delà des frontières. La Révolution française viendra après et
qui avait l'ambition d'étendre les valeurs révolutionnaires à toute l'Europe. Ce que va faire Napoléon par la suite et qui va étendre temporairement la domination française sur la plus grande partie de l'Europe, avec des territoires sous administration française allant jusqu'à 130 départements, ou des royaumes sous influence française. Viendra ensuite le congrès de Vienne qui va se tenir en 1815 et qui va consacrer la création d'un nouvel ordre européen où les relations entre les États seront contractualisées avec un système des congrès, dans lequel les diplomates du continent se réuniront régulièrement. Les prémices de ce regroupement seront la Sainte Alliance, qui est le premier traité qui va postuler une unique nation en Europe, signé par l'ensemble des pays du continent, sauf l'Angleterre et le Vatican. Enfin vient la dernière étape qui est le XXe siècle, et où l'Empire austro-hongrois et l'Empire allemand vont disparaître définitivement au traité de Versailles de 1918. Donc, tout de suite après viendra la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle le projet d'intégration de l'Europe sous domination nazie, sous Hitler, chercha à imposer la vision d'un empire européen mené par l'Allemagne nazie, Troisième Reich, et qui serait destiné à durer 1000 ans. Bon, c'était le projet qui avait sévi dans l'esprit d'Hitler durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais après cette guerre, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis appuient la création d'une union économique et vont assurer la défense militaire de l'Europe de l'Ouest face au bloc de l'Est, c'est-à-dire l'Union soviétique. Ce qui va Alors, pour le suivi de vos cours, veuillez consulter, chers étudiants, votre plateforme e-learning de l'établissement ISTH, www.isthmaroc.com, pour le suivi de vos cours. Et au revoir, à bientôt.